Salut, aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne qui est le sujet du slow living. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans ma vie en ce moment et j'ai très envie de t'expliquer pourquoi. Si jamais tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, donc le jeudi 30 avril 2020, il va y avoir une petite annonce à la fin de cette vidéo concernant un live que je donnerai ce soir sur le sujet et qui sera complémentaire à cette vidéo. Mais en attendant, je vais déjà, avant de commencer cette vidéo, te rappeler ce que c'est que le slow living, si jamais tu ne le sais pas ou... Pas exactement. Le slow living, c'est une tendance, c'est un mouvement qui s'est créé petit à petit au fil des années, depuis les années 80 je crois. En fait, il y a eu un mouvement qui a été créé qui s'appelait le slow food et qui est aujourd'hui une organisation qui existe encore, qui a été créée par un homme qui s'appelle Carlo Petrini. Ça date des années 80 et en fait, c'est à la base de ce mouvement slow food en opposition au fast food et pour lutter en fait contre cette espèce d'industrialisation de nos besoins les plus primaires comme manger. Donc à la base, ça vient vraiment du milieu food, mais depuis les années 80, ça s'est petit à petit étendu de plus en plus jusqu'à prendre une place énorme dans certains milieux tels que l'écologie ou le bien-être. Mais ça reste un mouvement, un concept qui est pour certains encore assez flou, parce que quand on parle de slow living, les gens imaginent tous un peu la même chose, c'est-à-dire des valeurs plutôt qui prônent le retour à soi, le fait de ralentir, une sorte d'opposition peut-être à la société de consommation. Mais c'est vrai que finalement, ça reste quand même, comme tout concept, quelque chose d'assez flou et on a un peu du mal à dire qu'est-ce qui est slow, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense que là-dessus, on a tous un peu notre propre interprétation parce que c'est pas un mot qui existe au dictionnaire avec une définition très très précise. C'est vraiment un mouvement qui a évolué au fil des années, que beaucoup de personnes se sont plus ou moins appropriées et qui continue encore aujourd'hui d'évoluer beaucoup. La raison pour laquelle je te parle de slow living, c'est parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation. C'est quelque chose qui a petit à petit vraiment réussi à me faire comprendre certaines choses que je supposais déjà un petit peu, notamment quand j'ai découvert la méditation, le yoga, toutes ces choses-là où j'avais commencé à prendre un peu conscience des bienfaits du retour à soi, du fait de ralentir, mais je ne savais pas à l'époque qu'il existait vraiment un mot pour décrire ce concept. Et quand je l'ai découvert, ça m'a ouvert vraiment les portes d'un monde presque philosophique finalement qui m'a énormément passionnée. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée parce que comme je suis une personne qui a une intelligence un peu atypique, c'est-à-dire que je suis surdouée, j'ai très probablement un trouble de l'attention, j'ai quelques soucis qui font que mon mental est très agité, j'ai énormément de mal à me concentrer, j'ai énormément de mal à gérer mon stress, j'ai énormément de mal en fait à gérer mon rapport au temps et plein d'autres choses. C'est quelque chose donc qui a pris un sens énorme pour moi dans le sens où c'était pas juste quelque chose qui pourrait me permettre de me sentir bien dans ma vie, mais quelque chose qui pourrait réellement en profondeur améliorer mes conditions de vie et même de travail au quotidien. Mais donc du coup tout ça c'est bien, ralentir ok, mais dans les faits on pourrait se demander comment on fait pour ralentir dans une société qui nous pousse à aller toujours plus vite, dans une société qui nous pousse sans arrêt à l'accélération, dans une société qui nous pousse toujours à faire plus de choses dans un laps de temps de plus en plus réduit et qui vise à tout prix le profit bien plus encore que le bien-être individuel. J'ai eu très longtemps un gros dilemme par rapport à ça, même pendant plusieurs années, parce qu'il faut savoir que j'étais très très intéressée par le développement personnel il y a environ 4 ans. C'était quelque chose qui a pris une place énorme dans ma vie. Et puis ensuite, je m'en suis un petit peu éloignée parce que j'ai commencé à en voir les limites. J'ai commencé à ne plus trop me reconnaître et à trouver qu'il y avait quelque chose de très industriel, de très mécanique, de très... finalement qui s'éloignait un petit peu de ce qu'est l'humain à la base et de l'écoute de soi et de toutes ces choses qui moi personnellement m'ont parfois beaucoup aidé. Le développement personnel, s'il peut améliorer la vie des personnes qui vont bien, il ne peut clairement pas sortir du gouffre les personnes qui vont très mal ou voire même les personnes dépressives. Je me suis dit ok, le développement personnel c'est bien, mais c'est pour les personnes qui sont déjà bien avancées, qui ont déjà des bonnes bases, qui ont déjà la volonté en fait de faire plus, de faire mieux, etc. Donc ça demande quand même une certaine stabilité de base. Il y a des personnes qui s'opposeront à ça en disant que non, il y a dans le développement personnel des trucs qui reprennent les fondamentaux, comme juste avoir une routine le matin, etc., etc. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens où quand t'es en dépression, c'est même pas une question d'avoir une routine le matin, c'est juste est-ce que t'es capable de sortir de ton lit. Donc du coup, c'est en cela pour moi qu'il y a une dissonance claire entre le développement personnel et les difficultés qu'on peut avoir quand on est fragile psychologiquement, comme ça a pu être mon cas et comme ça l'est toujours aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'a poussée à questionner en fait les limites du développement personnel et à me dire ok, le développement personnel, ça peut être vraiment génial, mais ça peut être aussi très culpabilisant, ça peut vraiment devenir peut-être presque quelque chose de très institutionnalisé où c'est presque un peu un concours à celui qui sera le plus heureux, le plus développé personnellement, etc. C'est un truc qui m'a fait avoir un gros mouvement de recul et du coup, pendant peut-être 1 an ou 2, j'ai commencé à tourner le dos au développement personnel, à ne plus trop m'y intéresser, à plus trop m'y retrouver là-dedans. Et aujourd'hui, finalement, après donc ces 4 ans d'hésitation et de perte un peu de repères successives, j'ai finalement réussi à trouver plus ou moins quel pouvait être le lien entre le slow living et le développement personnel. Parce que contrairement à ce que je pensais au début, ce ne sont pas deux choses qui sont éloignées,
ou opposées, mais ce sont des choses qui sont simplement complémentaires. La raison à ça, c'est tout simplement que le slow living et le développement personnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, c'est pas deux choses qui sont radicalement opposées. Déjà, elles ont pas mal de points communs, c'est-à-dire que dans le développement personnel, on prône beaucoup d'activités slow, comme la méditation, comme le yoga, ce genre de choses qui permettent quand même de ralentir, mais en même temps, il y a quand même d'autres aspects du développement personnel qui poussent à la productivité à tout prix et qui parfois peut-être n'insistent pas assez sur le temps qu'on accorde à notre bien-être, à notre repos, l'importance du sommeil, etc. Je pense notamment à, par exemple, le Miracle Morning qui propose de dormir moins pour faire plus de choses dans la journée. Moi, ça m'a toujours posé un petit problème parce que les 2 heures qu'on prend sur notre sommeil, pour moi, elles ont forcément un impact sur notre corps, à moins qu'on dormait trop à l'origine, ce qui est possible, ça dépend de notre rythme biologique. Mais pour moi, il y a quand même une petite dissonance. Genre, pour moi, c'est pas anodin de dire, ok, tu peux dormir 2 heures de moins, ça posera aucun problème, t'inquiète pas, tout est dans la tête, etc. Là, pour moi, le développement personnel, il est un peu dans son côté obscur. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, donc du coup, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un équilibre parfait entre le slow living, qui peut être décrié pour son côté utopiste, difficile à adapter à la vie de tous les jours ou au monde du travail, etc. Et d'autre part, le développement personnel qui peut-être parfois nous pousse trop à nous négliger, voire même à nous mettre en danger. Et je me suis dit peut-être que finalement, en piochant un peu des choses dans le slow living et des choses dans le développement personnel, on pourrait arriver à un équilibre de vie qui soit sain, productif et qui nous permette de moins abîmer notre santé dans l'atteinte de nos objectifs, ce qui est quand même dommage. Donc en somme, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup évolué par rapport à mon point de vue sur ces deux sujets qui m'ont l'un et l'autre beaucoup passionnée. Et aujourd'hui, j'en suis venue à la conclusion que tout simplement le slow living faisait partie de cette immense chose qui est le développement personnel, mais c'est un aspect beaucoup plus centré sur le bien-être et qui est pour moi primordial parce que le bien-être, la santé et toutes ces choses-là, ce sont des choses vraiment qui sont essentielles à l'accomplissement, à la réussite et à toutes les choses qu'on peut entreprendre dans notre vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des valeurs qui sont très très importantes et surtout d'autant plus importantes parce qu'on vit dans une société qui les néglige de plus en plus. Et donc la raison pour laquelle je te parle de tout ça, c'est parce que j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. Comme tu le sais, je veux être entrepreneuse et petit à petit, de jour en jour, mon projet commence à se concrétiser. Et donc j'ai pour projet de créer une entreprise qui relie les deux sujets finalement qui me passionnent le plus, qui sont le slow living, donc et l'art. Et la raison à ça, c'est tout simplement que aujourd'hui le slow living s'est beaucoup développé dans les milieux du bien-être, dans l'écologie, dans même la spiritualité. C'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler, mais finalement, je trouve que un des aspects les plus évidents du slow living, c'est quand même tout ce qui touche à l'art et à la création artistique. Et pourtant, le lien entre les deux n'est pas aussi imprégné dans l'imaginaire, n'est pas aussi net qu'il peut l'être par exemple par rapport au bien-être avec la méditation, le yoga, etc. ou dans l'écologie avec le minimalisme et toutes ces choses-là. Du coup, je me suis dit, c'est quand même dingue parce que pour moi, il n'y a rien au monde qui incarne plus le slow living que l'art. Parce que l'art, il n'a pas de raison d'exister. En fait, l'art n'a pas d'autre raison d'exister que lui-même. Et pour moi, le fait que l'art n'ait pas besoin de raison d'exister, n'ait pas besoin d'avoir un sens, et puisse parfois se contenter simplement d'être beau, ou de porter un message quelconque, ou simplement juste de questionner. L'art peut avoir des milliers de fonctions, autant de fonctions qu'il existe de formes d'art finalement, mais il n'a pas de but assigné par défaut. Et en cela, il y a quand même quelque chose qui peut paraître un peu absurde dans l'art finalement, parce que l'art, c'est aussi un petit peu, d'une certaine manière, l'exploration de l'inutile. À quoi ça sert de se raconter des histoires? À quoi ça sert de mettre de la beauté dans nos vies? À quoi ça sert la beauté? À quoi ça sert l'art? Il y a plein de gens, si on leur pose cette question-là, ils vont se rendre compte que c'est une question qui est quand même très philosophique et la réponse n'est pas si évidente, même si on s'accorde tous à dire que l'art est très important et qu'il prend une place énorme dans nos vies. Mais typiquement, dans le développement personnel, on parle pas beaucoup d'art, on parle pas beaucoup de romans, on parle pas beaucoup de littérature. On a tendance à préférer la théorie et la spéculation plutôt que l'enseignement par la fiction ou par l'art ou simplement le fait d'apprécier le beau. Et ça, c'est un des trucs qui me manque beaucoup dans le développement personnel, même si je veux pas faire de généralité, il y a des livres de développement personnel qui parlent d'art bien sûr, mais globalement c'est quand même finalement quelque chose qui paraît un peu trop futile pour le développement personnel. Et moi, je trouve au contraire que l'art, par le fait qu'il n'ait pas vocation à être utile, c'est ça qui lui donne tout son sens, toute sa raison d'être et toute l'importance qu'il peut représenter dans nos vies. Et du coup, en cela, pour moi, l'art, c'est ce qui incarne le mieux les valeurs du slow living. Parce que s'il y a bien un moment où on est présent, s'il y a bien un moment où on déconnecte et on ralentit, c'est quand on est face à une œuvre d'art. Que ce soit parce qu'on regarde un film, que ce soit parce qu'on écoute une musique, que ce soit parce qu'on arrête tout ce qu'on a à faire parce qu'on doit aller à un concert pour vibrer en fait sur le son des notes avec une foule en fait qui est là pour la même raison, que ce soit pour admirer un tableau dans un musée, quelles que soient les formes d'art qui nous intéressent, c'est généralement quelque chose que l'on pratique en pleine conscience. C'est-à-dire on contemple l'art, on le regarde, on l'apprécie, on se questionne. Et en fait,
Ça nous permet un peu de sortir du tumulte de notre quotidien, ça nous permet un peu de déconnecter tout simplement, et en cela c'est déjà très très slow, mais bien sûr il y a aussi l'autre versant de l'art qui est la création artistique, qui elle, plus que tout, implique vraiment un réel ralentissement. La raison pour laquelle je lie la création artistique et le ralentissement, c'est tout simplement parce que créer de l'art, ça prend énormément de temps. L'exemple le plus flagrant, par exemple, ça va être la peinture. Si on veut faire un tableau, ça peut parfois prendre entre 10, 20, voire 30 heures, et c'est un temps qui est complètement différent du temps qu'on a quand on vit notre vie de tous les jours. Quand on est face à un tableau, on peut parfois rester 10 heures entières avec un pinceau dans la main, quasiment immobile, en perdant toute notion du temps. Et ça nous fait vraiment réaliser qu'on a un rapport au temps très particulier et qui est très variable selon les situations. Ça, c'est juste des exemples, mais c'est juste pour te faire un peu comprendre le lien que je mets entre le slow living et l'art. Mais je trouve que ce lien va beaucoup plus loin que ça, et c'est pour ça que j'ai voulu explorer ce domaine, ce lien qu'il existe entre le slow living et l'art à travers mon projet d'entreprise. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment t'en parler beaucoup plus parce que je suis vraiment en train de poser les bases de mon projet. Donc pour l'instant, je suis vraiment dans la création du projet, dans le brainstorming de toutes mes idées, etc. Et il n'y a encore rien de concret, j'ai pas encore de site, j'ai pas encore créé les réseaux sociaux ni rien, mais c'est un projet qui va petit à petit voir le jour au fil des mois qui viennent, et notamment parce que j'y travaille activement depuis le début du confinement. Et du coup, j'avais très envie de t'en parler aujourd'hui, spécifiquement pour deux raisons. La première, c'est tout simplement parce que comme je crée cette entreprise, le slow living prend beaucoup de place dans ma vie et donc j'ai beaucoup de choses à partager là-dessus. Donc c'est un sujet que vous allez sûrement voir de plus en plus souvent sur ma chaîne et notamment peut-être en lien avec l'art, car comme tu l'as vu, j'ai fait une vidéo sur la photographie récemment et j'ai très envie de faire davantage de vidéos sur des sujets artistiques. Donc je pense que le slow living et l'art vont aussi avoir un impact sur ma création de vidéos. Et la deuxième raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai une petite annonce à te faire. Ce soir, je vais faire un live Instagram en compagnie de mon amie Marjorie, dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur l'hypnose. Donc c'est une amie qui est hypnothérapeute et que j'ai connue notamment grâce à Instagram et qui ce soir m'a proposé de participer sur son compte Instagram à un live collaboratif. Donc le live sera accessible depuis mon compte Instagram et depuis le sien. Je vous mettrai les deux liens dans ma barre d'infos. Et du coup, si vous voulez le voir, c'est aujourd'hui le jeudi 30 avril 2020 à 18 h. Donc voilà, à travers cette vidéo, j'avais notamment envie d'introduire un petit peu ce live qui, je l'espère, sera retransmis sur YouTube. Ça, je vous tiendrai au courant, j'actualiserai dans la barre d'infos de cette vidéo après coup. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et à travers cette vidéo, je me suis dit que c'était une bonne occasion de déjà t'en parler si jamais tu ne me suis pas sur Instagram et aussi tout simplement d'introduire un peu le sujet dont je vais parler ce soir en live parce que pendant une heure de live on aura beaucoup plus le temps d'approfondir ces questions là, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à nous rejoindre, mais dans tous les cas ne t'inquiète pas si tu ne peux pas être présent parce que tout simplement c'est un sujet que je vais vraiment beaucoup aborder sur ma chaîne, donc voilà. Sur ce, je te souhaite vraiment une très bonne journée, surtout prends soin de toi et je te dis à bientôt.